on avait passé un petit peu vite, on va le revoir ici, certaines similitudes, mais pas toutes, qui existent en fait entre le récepteur à l'antigène sur les cellules T et le fragment FAB des immunoglobulines, avec notamment le fait que c'est structuré en domaines, avec une chaîne, avec un pont disulfure à l'intérieur de chaque domaine. Un FAB, c'est monovalent, comme le récepteur TCR, c'est-à-dire ça attrape simplement un antigène. Pas de région constante alternative, ça c'est la différence en fait avec les fragments FAB. Jamais sécrété, alors que l'immunoglobuline, dont le fragment FAB pourrait être sécrété. Chaîne avec pont disulfure, ça on l'a vu, ça existe. Très courte queue intracytoplasmique pour le TCR. Acide aminé positivement chargé dans la région transmembranaire, TM. Et par contre, ce qui est semblable entre le fragment FAB et le TCR, c'est que le site de liaison de l'antigène s'est fait donc de régions V-alpha variables et V-bêta juxtaposées. Pour le TCR, pour le FAB, c'est VL et VH, bien entendu. Donc ça, c'était simplement un petit rappel, c'est ce qu'on avait fait dans la dernière seconde du précédent cours. Et en fait, maintenant, ce que l'on va voir, c'est le rôle du TCR dans la reconnaissance de l'antigène peptidique associé, bien entendu, aux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, c'est devenu très clair, mais assez récemment, moins d'une vingtaine d'années, vous me direz, c'est long, 20 ans, que c'est effectivement ce récepteur qui est bien responsable pour la reconnaissance du peptide, et ceci de façon spécifique, mais si ce peptide est bien présenté par une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité du SOA. Alors, si on regarde en fait les régions du TCR qui sont responsables pour cette reconnaissance, vous avez bien entendu les régions CR1, CR2, CR3 que vous voyez ici apparaître en fait en rouge. Vous avez un CR1, un CR2, un CR3 pour V-alpha et pareil un CR1, un CR2, un CR3 pour V-bêta. Et si on regarde comment ça se passe, qu'est-ce que reconnaissent chacune de ces régions CDR, on s'aperçoit en fait que CDR1, je ne sais pas si on va le voir ici, celui-ci je l'ai rajouté simplement pour vous faire souvenir que sur V-bêta, il y a une région CDR4. Alors, donc je l'ai mis en tout petit là ici, souvenir qu'il existe. Mais si on regarde chacune de ces boucles que vous retrouvez ici, ce qu'elles reconnaissent, on va le voir, CDR1 en fait, et les CDR1, ça reconnaît l'extrémité du peptide qui est lié. Donc CDR1 ici est en jaune. Le peptide, vous le voyez aussi, il est un petit peu blotti en jaune. Donc CDR1, c'est l'extrémité du peptide, ici. Okay. CDR2, ça reconnaît des hélices, en fait, de la molécule du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc ça, il faut regarder ce qui se passe ici en vert. L'hélice, elle est là, c'est bien CDR2 qui la reconnaît. Alors que CDR3, en fait, ça reconnaît, et c'est important, plutôt le centre du peptide. Le contact, en fait, entre ce récepteur et le peptide, je vous rappelle que ça ne touche que pratiquement 1 à 2 acides aminés du peptide. De toute façon, l'affinité du complexe, de ce récepteur, du récepteur en fait, pour le complexe peptide molécule du CMH, c'est une affinité qui est relativement faible.
l'affinité, elle est aux alentours de 10 puissance. Alors, on peut la calculer en mol. 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 7, c'est vraiment une basse affinité. Les hautes affinités, c'est 10 puissance 9, 10 puissance 11. Donc, si vous avez une faible affinité de ce récepteur pour le complexe, en fait, peptide, molécule du CMH, ça explique qu'il va bien vous falloir des molécules d'adhésion pour renforcer, en fait, la liaison entre la cellule T et la cellule présentatrice d'antigène qui vous présente ce complexe peptide molécule de classe 1 ou de classe 2 du CMH. Donc, il va falloir ces molécules d'adhésion. Et en fait, ce que vous avez déjà vu, mais ce que vous allez revoir, je pense, ici, ça c'est pour vous rappeler qu'il y a simplement un acide aminé ou deux qui vont être reconnus par le TCR. Et en fait, ce que vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est que le récepteur à l'antigène des cellules T, les molécules accessoires, elles vont en fait venir se mettre ensemble pour qu'il y ait la liaison en fait avec le ligand. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces molécules accessoires que vous voyez ici, que l'on va détailler avec le récepteur, viennent se mettre en contiguïté pour faire ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire la synapse immunologique. La synapse immunologique. Donc cette espèce de structure que l'on appelle une structure supramoléculaire quasiment, où ces différentes molécules viennent se mettre les unes à côté des autres. Alors, vous vous souvenez que les deux chaînes en fait du récepteur, ce ne sont pas elles qui sont capables de faire la transduction du signal, et que la transduction du signal, ça se fait en fait grâce aux protéines CD3 et aux chaînes zeta, le tout constituant avec les deux chaînes du récepteur le complexe TCR. Alors, les voilà apparaître, CD3 et zeta. Alors vous voyez que CD3, autour du récepteur, il y a en fait deux chaînes, deux dimères CD3, un qui est constitué des chaînes epsilon gamma et l'autre des chaînes epsilon delta. Et ce que je vous avais rappelé, c'est qu'il ne fallait pas confondre ces deux chaînes en fait qui sont ici, notamment gamma et delta, ça n'a rien à voir avec ce qu'on verra un petit peu plus tard, c'est-à-dire il y a des récepteurs à l'antigène des cellules T qui sont faites non pas des chaînes ici alpha-bêta, mais qui sont faites de chaînes gamma-delta. Mais ce n'est pas celle-ci. Hein. Celle-ci, gamma-delta, c'est celles qui appartiennent aux molécules CD3. Donc, que ce soit CD3 epsilon gamma ou que ce soit CD3 epsilon delta, ce sont en fait des hétérodimères, alors que les chaînes zeta, ça fait un homodimère zeta-zeta. Donc finalement, cette structure associée qui va permettre la transduction du signal, c'est composé de 6 chaînes, epsilon gamma, zeta-zeta, epsilon delta. Alors, pour qu'il y ait la transduction du signal, il faut bien entendu que toutes ces chaînes soient présentes pour que la transduction se fasse correctement. Petit détail qui a une importance qui ne va pas vous bouleverser votre existence, mais en fait, la synthèse des hétérodimères epsilon gamma, epsilon delta et zeta zeta, ça se fait même avant l'expression des chaînes alpha et bêta du récepteur. C'est-à-dire votre cellule T, elle fabrique d'abord epsilon gamma,
zeta-zeta avant de fabriquer alpha-bêta, avant de fabriquer le TCR. Alors, la fonction en fait de CD3 et de zeta, ici on va le voir, ça va être de faire la transduction du signal. Alors, pourquoi vous êtes obligé de faire ça? Tout simplement parce que le TCR, qui a une toute petite région intracytoplasmique, ce n'est pas lui qui peut transduire le signal. Donc, vous avez besoin de ces chaînes gamma, delta, epsilon, zeta. Alors, on va regarder un tout petit peu comment ça se passe. Vous voyez apparaître ici TCR alpha, bêta. Ici, on fait apparaître, elles étaient apparues avant les autres d'ailleurs. Il faudrait que j'inverse l'ordre d'apparition de ces chaînes, puisque je viens de vous dire qu'elles sont apparues. Et pour transduire le signal, donc là, j'ai fait disparaître, quand je dis j'ai fait, là, c'est le professeur de l'autre université que je vous donne. Pour la transduction du signal sur, en fait, CD3, plutôt sur epsilon, delta, epsilon, gamma, sur zeta, il y a en fait des domaines un petit peu particuliers que l'on appelle les domaines ITAM, pour immunorécepteurs, tyrosine base activation motif. Et ces motifs que vous retrouvez, donc il y en a 10 ici, c'est des motifs qui sont extrêmement importants justement pour la transduction du signal. Alors, si on regarde ici, transmission des signaux, on verra un tout petit peu plus tard, dans 3 secondes exactement, qu'il va falloir également, pour transduire le signal, que vous ayez une molécule qui n'est pas encore apparue, mais que vous connaissez déjà, qui est CD4 et CD8. Mais là, pour transduire le signal, qu'est-ce qui se passe? Il y a une activation précoce de la cellule T. Alors là, vous avez des kinases qui sont associées au récepteur et qui s'accumulent sous la membrane. Ces kinases, comme par hasard, vous avez FIN, vous avez LCK, vous avez ZAP70. Elles viennent en proximité immédiate des domaines cytoplasmiques des complexes TCR CD3. Vous les voyez ici, elles sont venues exactement sous la membrane. Hop, ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici la cellule présentatrice qui va, par exemple, présenter le peptide par l'intermédiaire d'une molécule de classe 2. Vous avez ici la présentation. À ce moment-là, ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais dès que vous avez cette liaison, vous avez ici une phosphatase qui s'appelle CD45 qui active des kinases. Par exemple, elle active ici FIN, cette kinase-là. Ensuite, il va y avoir des cascades d'activation parce que cette kinase FIN, elle va phosphoryler ces fameuses ITAM. Donc ici, vous les voyez, ça va phosphoryler ITAM. Bien. Ensuite, il va y avoir l'activation de ZAP70. Ça, c'est un nom qui est sympathique, ZAP70. Et cette activation ZAP70, elle se fait parce que, en fait, le corécepteur CD4 dont on va parler tout à l'heure, je vous dis tout de suite qu'il y a une petite subtilité, on parle de corécepteur, ça c'est CD4, et on va parler tout à l'heure de récepteur coactivateur. Ce n'est pas la même chose. Là, on parle de corécepteur. Et c'est à partir du moment, hop, je recule, où CD4 vient se lier, vous savez, par exemple à la molécule de classe 2 du CMH. Si c'était une molécule de classe 1, ça serait CD8 qui viendrait se lier, mais le mécanisme, c'est la même chose. C'est parce que CD4 vient là qu'il y a phosphorylation et activation de ZAP70.
Donc ensuite, il y a toute une cascade d'activation qui se produit dans la cellule, qui fait que votre cellule T va être activée. Donc si on repart, ce qu'il fallait savoir, c'est que, et les messages importants, c'est que sans CD3 et zeta, effectivement, il n'y a pas de motif ITAM. Sans motif ITAM ici, il n'y aura pas d'activation, de cascade d'activation, notamment de kinase, et vous avez également besoin de CD4. Hop. Voilà. Bien. Alors, j'avais pris soin de vous dire, faites attention, parce que il y a d'autres récepteurs à l'antigène qui sont portés en fait par moins de 5% des cellules T. C'est des récepteurs qu'on appelle gamma delta. C'est moins de 5% des cellules T de façon générale qui sont gamma delta. Ces cellules T, elles ont une particularité, c'est que leur majorité n'exprime pas CD4 ou CD8, première chose. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que ces cellules T gamma delta, elles représentent tout de même 10% des cellules T qui sont intraépithéliales au niveau de l'intestin. Donc, elles doivent avoir un rôle important puisque si vous vous donnez le mal d'avoir 10% de cellules T un petit peu particulières au niveau de l'intestin, alors, ces cellules T, elles reconnaissent l'antigène, mais il n'y a pas de restriction par le CMH. Et elles reconnaissent des structures, notamment microbiennes, qu'on appelle les heat shock protéines. Les protéines de choc à la chaleur. Et la dernière chose qu'il faut savoir sur ces cellules gamma T, c'est que la diversité en fait du récepteur gamma T des régions variables est assez faible. Donc ça c'est gamma T, 10% donc des cellules T au niveau de l'épithélium intestinal. Autre cellule un petit peu particulière dont on parle, c'est le récepteur à l'antigène de ces cellules un petit peu particulières qui sont les cellules NKT. Et ça, je vous rappelle, mais on en a déjà parlé, que ces cellules NKT, ça reconnaît des lipides qui sont présentés sur cellules en fait NKT par une molécule un petit peu particulière qui est la molécule CD1. Et ces cellules NKT, elles sont capables de produire, on va beaucoup en reparler un petit peu plus tard, parce qu'on va beaucoup parler de cytokines, ça c'est assez marrant. On va parler que ces cellules NKT, elles produisent IL4 et l'interféron gamma. Vous retenez ça. Alors, on en arrive au point un petit peu plus délicat, qui sont plutôt la distinction qu'il faut faire entre les corécepteurs et les récepteurs costimulateurs. Oh, Sioux. Alors, les corécepteurs, typiquement les molécules CD4 et CD8, c'est une catégorie en fait de molécules membranaires qui augmentent en fait la signalisation par le TCR, et on parle de corécepteurs parce que, et vous le voyez ici, elles viennent au contact des molécules
de classe 1 ou de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc elles reconnaissent, ou ils reconnaissent ces corécepteurs, en fait, le complexe peptide molécule du CMH. Alors, on les voit ici. Est-ce que je les ai entourés? Voilà, corécepteurs apparaissent ici. Donc c'est bien CD4 et CD8 qui viennent bien au contact, en fait, des molécules soit de classe 1, soit de classe 2. Si c'est vert ici, c'est une molécule présentatrice d'antigène. Si c'est jaune ici, c'est en fait une cellule cible. Bien, CD4, CD8 viennent ici au contact de la molécule de classe 2 ou de la molécule de classe 1. Donc viennent au contact bien du complexe peptide molécule de CMH. À côté de ça, vous avez des molécules qu'on appelle les récepteurs co-stimulateurs. Ces molécules délivrent bien également un signal qui va stimuler en fait les cellules T, mais c'est des molécules qui ne viennent pas au contact en fait du complexe peptide molécule de classe 1 ou de classe 2 du CMH. Donc ça, on va en voir un exemple. Voilà des récepteurs co-stimulateurs et typiquement des molécules extrêmement importantes. Vous allez voir que ce que je vous dis là, ça a des conséquences pratiques. Derrière tout ça, il y a des médicaments. On va en parler tout de suite. Donc là, vous avez des récepteurs co-stimulateurs et d'emblée, parmi les récepteurs co-stimulateurs, vous voyez des molécules qui sont extrêmement importantes, qui sont les molécules CD28. Donc les molécules CD28, ici, c'est un lymphocyte auxiliaire, ici, c'est un lymphocyte cytotoxique. Je l'aime bien cette diapositive-là. Autres molécules qui sont importantes, c'est des molécules dont on va parler, qui sont les chimiokines. Et les récepteurs aux chimiokines. Bien. Alors, ça on en parlera un petit peu plus tard. On revient ici à CD4 et CD8, donc aux corécepteurs. On les voit à nouveau ici. Ça, vous l'avez déjà vu une première fois, c'est les régions de contact, soit de CD4 ici, dans le domaine bêta 2 de la molécule de classe 2, soit le corécepteur CD8 qui vient au contact du domaine alpha 3 de la molécule de classe 1 du CMH. Ça, vous l'avez déjà vu. Ce que vous avez vu également, c'est que ces molécules qui viennent au contact augmentent considérablement, en fait, l'activation du TCR. Je vous rappelle que CD4 et CD8, ça peut augmenter d'environ 100 fois la sensibilité des cellules T pour le même complexe peptide molécule du CMH. Donc, grâce à ces molécules CD4 et CD8, vous allez augmenter de 100 fois la sensibilité. Alors, vous avez ici la structure de ces molécules CD4 et CD8. CD4, c'est visiblement un monomère. Très bien. CD8, c'est un hétérodimère. Si vous avez ces boucles, c'est que vous avez à nouveau des structures qui sont semblables au domaine des immunoglobulines. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans le sang, ça, tiens, ça peut faire une question. Dans le sang, combien y a-t-il de pourcentage de molécules
ou de cellules T qui portent CD4 ou CD8, en fait, il y a 35% dans le sang de cellules qui sont CD8 et 65% de CD4. Ce qui veut dire que dans le sang, vous avez beaucoup plus de cellules T, en fait, auxiliaires, que de cellules T cytotoxiques. Donc dans le sang, 35% de CD8, 65% de CD4. Bien. Ça, on l'a déjà vu, l'activation des cellules T, ça augmente de 100 fois la sensibilité de la cellule T. Une chose qu'il faut souligner, c'est aussi à savoir, c'est qu'une petite particularité tout de même extrêmement importante, c'est que une fonction qui est bien évidemment pas une fonction physiologique de CD4, mais il se trouve que CD4 est un des récepteurs pour le virus HIV. La molécule CD4, c'est une porte d'entrée pour le virus HIV. Alors là, vous avez le virus HIV en vrai. Vous aurez un cours dessus. Vous avez ici le virus HIV en schéma. On en parlera assez rapidement. Vous avez ici une vue du virus HIV pas très sympathique. CD4, c'est un récepteur pour ce virus HIV. Bien. On a parlé de CD4 et CD8, très bien. Maintenant, on parle des récepteurs costimulateurs et vous avez vu apparaître une molécule qui est extrêmement importante, qui est une molécule donc ici, qui est la molécule CD28. Alors, vous vous rappelez une chose, c'est que pour qu'un lymphocyte T, d'ailleurs comme un lymphocyte B, soit stimulé, il lui faut en fait deux signaux. Alors, il y a un premier signal que l'on vient de voir ici, qui provient, ce premier signal, en fait, de la présentation du peptide par la molécule ici de classe 2, avec le corécepteur CD4 que l'on aurait pu placer ici. Ça, c'est le premier signal. Et puis, vous avez besoin de seconds signaux. Alors ça avait beaucoup interpellé un étudiant très sympathique de l'année dernière, comme vous, mais ces seconds signaux, ce n'est pas un second signal. Vous avez besoin d'un second signal, mais ce second signal peut être sous forme multiple. Ce second signal, ça peut être des protéines solubles qui sont produites par exemple par les macrophages et qui vont venir se fixer sur un récepteur, sur la cellule T. Alors ça va vous donner ce second signal qui est absolument indispensable. Et puis, ce second signal, il peut venir aussi parce qu'il y aura une interaction moléculaire, cette fois-ci entre une molécule ici qui va être la molécule CD28 et une molécule ici qui est sur la cellule présentatrice qui va être B7. Donc le message c'est vous avez bien besoin d'un second signal, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est pas toujours bien expliqué, c'était pas clair, donc c'est pour ça que j'insiste, c'est que ce second signal, ça peut être soit des protéines solubles, soit des molécules costimulatrices. Donc celles auxquelles on va s'intéresser là, ce sont les molécules costimulatrices. Alors, molécules costimulatrices qui vont vous permettre, une fois que vous aurez eu ces deux signaux, premier, second, cette fois-ci les lymphocytes T vont pouvoir se multiplier. Et vous avez ici une cellule présentatrice d'antigènes, ici. Ah, il y a un petit hot là. Vous voyez là? Donc ça c'est important. Vous voyez apparaître ici
une cellule T, vous avez ici le complexe qui se fait entre la molécule de classe 2, le peptide, le TCR. J'aurais pu rajouter CD4, mais ici, ce qui m'importe, c'est en fait les récepteurs co-stimulateurs, donc CD28, qui est un récepteur pour la molécule ici B7. Ça, ce sont des molécules qui sont extrêmement importantes. Alors, il y a une chose qui se passe, on va voir ici, c'est que lorsque CD28 se lie à B7, ça vous donne des co-stimulations, donc un second signal. Mais il y a une subtilité, c'est que si vous regardez non pas à droite, mais ici à gauche, vous allez voir que la même molécule B7, elle peut se lier à un autre récepteur qui est CTLA4. Et la particularité, c'est que cette fois-ci, le signal envoyé par CTLA4, c'est un signal négatif. Donc, avec le même ligand, qui est B7, vous pouvez avoir soit une activation, soit, au contraire, une désactivation de la cellule T. Alors, CD28, c'est une molécule importante, récepteur co-stimulateur. On la trouve sur 90% des cellules T CD4+, et sur 50% des cellules T CD8+. Donc CD28, 90% des CD4+, et 50% des CD8+. Alors là, je vous parle que de B7. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que B7, il y en a plusieurs. Il y a B7.1, B7.2, et que ces molécules B7, c'est exprimé sur toutes les cellules présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire les cellules dendritiques, les macrophages, les lymphocytes B. Donc B7, vous le savez. Alors, pour tout ça, ce n'est pas uniquement des petits schémas avec lesquels on s'amuse, parce qu'on va rentrer maintenant dans la vraie vie. Alors la vraie vie, ça se passe dans cet hôpital-là, voilà, Northwick Park and St. Mark's Hospital, pour lequel ils ont voulu tester en fait ce qu'on appelle un super agoniste. Ce super agoniste, c'est une molécule, ici vous avez ici, donc ça c'était simplement pour vous rappeler que vous pouviez avoir un signal qui active ou un signal qui freine. On oublie ça. Et on va venir en fait avec un anticorps, le fameux TGN 4612. D'accord ? C'est un anticorps qui a été en fait commercialisé par une firme qui s'appelle T-Género, TGN T-Género. Donc, vous testez ce super agoniste chez des volontaires sains. Donc un anticorps, on va voir si vraiment l'idée c'était de stimuler en fait CD28, puisque c'est un récepteur co-stimulateur. Donc qu'est-ce qui se passe chez les volontaires sains? Ça, pour stimuler, c'est sûr, vous avez stimulé. Là, vous voyez, c'est pas une croix, j'ai mis 3 flèches, 3 croix. Alors, on va rentrer dans la vraie vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le titre, il est éloquent. Il y a eu une tempête de cytokines dans cet essai qui était un essai de phase 1 de cet anticorps, donc, qui était un anticorps anti-CD28. Alors, une tempête de cytokines, qu'est-ce que ça fait? Si vous voyez ici, donc, il y a eu maux de tête, myalgie, nausée, diarrhée, érythème, vasodilatation, hypotension dans les 12 à 16 heures. Je lis ça parce que vous voyez tous ces petits schémas en disant il s'amuse bien avec ces petits dessins, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez que
faut pas jouer avec ces molécules-là. Ensuite, il y a eu chez ces volontaires sains un infiltrat pulmonaire, des atteintes pulmonaires, une insuffisance rénale, une coagulation intravasculaire disséminée. Donc, les volontaires, tous, ont failli disparaître de cette planète. Et ça a été quelque chose, ça a été un choc terrible dans les sociétés de biotechnologie, parce que ça a remis en question la façon dont, étaient conduits les essais cliniques sur les volontaires, et secondo, on savait déjà, mais là on l'a su encore plus, que à utiliser des anticorps monoclonaux dirigés contre des molécules de costimulation lorsque l'on touchait de toute façon l'activation des cellules T, il fallait toujours être extrêmement prudent. Donc ça, c'était aussi pour vous rappeler qu'il y a la vraie vie derrière tous mes petits schémas. Alors, autre molécule dont on peut parler, c'est la molécule CD2. CD2, c'est une glycoprotéine qui est présente sur plus de 90% des cellules T matures. Vous la trouvez également sur les thymocytes et sur les cellules NK. Et la molécule CD2 a un ligand particulier, et ce ligand particulier, c'est LFA3. Alors, on la voit ici, CD2. Donc CD2, je viens de vous dire que c'est une autre molécule qui est intéressante, dont il faut parler dans ces molécules accessoires. Et vous voyez au passage, ici, et c'est ça, extrêmement simplifié, un certain nombre de molécules accessoires qui rentrent notamment dans l'interaction cellules présentatrices d'antigènes, lymphocytes T auxiliaires. Celle dont je parle ici, c'est CD2. On a déjà parlé de CD3 TCR, on a déjà parlé de CD4, on a déjà parlé ici de CD28, de CTLA4. Là, je vous parle de CD2 en disant que CD2 va se lier à cette molécule qui est LFA3. Alors, pourquoi c'est chaud? On en reparlera. Parce que vous avez une maladie dont on a déjà parlé, qui est le psoriasis. D'accord? Donc vous avez ici, donc, qui est une maladie auto-immune. Si c'est une maladie auto-immune, vous avez intérêt en fait à ce qui est une diminution de l'activation des cellules T. D'accord? Qui parle diminution de l'activation des cellules T, ben vous allez utiliser ce médicament. Donc vous commencez à voir les applications de tout ce que je vous ai dit en immunologie fondamentale. Ce médicament, Alefacep Amviv, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ici pour le traitement donc, du psoriasis. C'est un médicament qui est tout de même assez coûteux, comme tous ces médicaments. Eh bien, ce médicament, c'est une protéine de fusion dimérique et c'est la portion extracellulaire de la molécule LFA3 qui se lie à CD2. Donc, on va revenir parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est toujours la portion extracellulaire donc de la molécule LFA3 qui se lie à CD2. Cette portion, toujours, quand vous faites ces chimères protéiques, vous faites toujours une liaison de la partie qui vous intéresse avec, en fait, un fragment FC d'une immunoglobuline. Ça, c'est pour prolonger la demi-vie. Alors, on va voir ça un petit peu plus. C'est toujours hot. Donc, voilà. Voilà ici la portion de la molécule LFA3 qui va se lier à CD2. Vous mettez ici un fragment FC d'une immunoglobuline, donc vous avez une protéine chimérique que vous avez ici. Maintenant, on revient sur notre schéma
Et ici, vous avez LFA3, vous avez ici CD2. En fait, avec mon anticorps, je viens bloquer CD2, voilà, puisque je viens prendre la place, en fait, de LFA3, ici, et bloquant avec mon anticorps CD2, je vais bloquer, en fait, empêcher cette interaction CD2-LFA3, donc je vais bloquer quelque part l'interaction entre le lymphocyte T auxiliaire et la cellule présentatrice d'antigène. Donc là, vous avez typiquement si vous regardez là, ici, toutes ces molécules accessoires, vous apercevez que, en fait, il y en a d'autres. Alors, on ne va pas parler de toutes les molécules accessoires, on va tout de même parler de deux qui sont importantes, ici, qui jouent aussi dans les interactions moléculaires entre lymphocyte B et lymphocyte T. C'est CD40 ligand. CD40 ligand, c'est sur le lymphocyte T auxiliaire. Et le récepteur de CD40 ligand, c'est CD40. Et ce récepteur, il est sur les cellules B. Et je vous dis tout de suite, vous vous rappelez que la cellule B, c'est également une cellule présentatrice d'antigène. Vous vous souvenez de ça? Et vous voyez que dans l'interaction, et ça on le redétaillera, ça fera l'objet d'un cours, je pense que j'aurai pas le temps de les faire ce mois-ci, donc ça sera pour le mois de janvier, on verra à quelle vitesse j'avance. Mais vous voyez que dans l'interaction de la cellule B qui présente l'antigène, d'accord, comme une autre cellule présentatrice d'antigène, vous retrouvez maintenant des choses que vous connaissez bien, le complexe ici, vous retrouvez maintenant B7, CD28, CD28, vous avez vu ce que ça fait quand on y touche un petit peu trop. Donc B7, CD28. Et là, il y a une interaction extrêmement importante. C'est l'interaction entre CD40 ligand et CD40, le récepteur. Donc on oublie toujours de temps en temps où est le récepteur et où est le ligand. Hein? D'accord ? Là, le récepteur, il est ici, sur le T. Le ligand, il est sur le B. Là, c'est l'inverse. Le récepteur, il est sur le B et le ligand, il est sur le T. Autres molécules qui sont importantes également, puisque ça, c'est une interaction qui va permettre l'apoptose des cellules cibles. C'est un des moyens qu'utilise un lymphocyte T cytotoxique en mauve ici pour tuer une cellule cible. Ici, c'est l'interaction entre face ligand, donc le ligand qui est sur le lymphocyte T cytotoxique, et ici, la cellule cible qui a le récepteur face. Et l'interaction face ligand, ça peut induire l'apoptose. Donc ça, c'est des molécules dont je vous parle parce que vous allez de toute façon en réentendre parler plusieurs fois lorsque je vous ferai notamment les mécanismes. Là, ça sera les mécanismes d'action des lymphocytes T cytotoxiques. Bien, ben on a fini le récepteur à l'antigène et les molécules accessoires des lymphocytes T. On va passer un temps certain sur quelque chose qui est tout aussi intéressant, moi je trouve, qui sont en fait les cytokines. Ouais. Bien. Alors, ça va, j'ai 10 minutes sur les cytokines. Alors, les cytokines. Les cytokines, peut-être qu'il faut que je redémarre ça, je sais pas.
Alors, les cytokines, qu'est-ce que sont ces molécules? Qui sont des molécules qui sont importantes à connaître parce qu'il y en a un certain nombre, pas toutes, mais ce sont des agents qui sont utilisés en thérapeutique ou ce sont des cibles d'agents thérapeutiques, des antagonistes. Donc, vous qui êtes tous futurs pharmaciens, il faut connaître ces cytokines parce qu'il y en a un certain nombre que vous vendez dans les pharmacies. Et en fait, ce sont des protéines qui sont sécrétées par les cellules de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative et qui sont des médiateurs des fonctions de ces cellules. C'est-à-dire c'est elles qui servent en fait à ce que les cellules se parlent entre elles et qui modulent en quelque sorte l'activité de ces cellules. Alors, il y a un problème de nomenclature, une fois que l'on a dit que ce sont donc des protéines qui servent à moduler l'activité des cellules de l'immunité innée ou adaptative, il faut se retrouver en fait dans la nomenclature qui est un petit peu complexe. Au départ, on pensait qu'elles étaient produites, ou on appelait en tout cas, celles qui étaient produites par les cellules mononucléées des monokines. Et celles qui étaient produites par les lymphocytes, on les appelait des lymphokines. Mais c'est devenu un peu compliqué parce qu'on s'est aperçu que les mêmes molécules pouvaient être produites à la fois par les lymphocytes et à la fois par les monocytes phagocytaires notamment. Donc on a pris le terme plus général de cytokine. Comme ça, cytokine cellule, ça ne vous précisait pas si c'était les monocytes ou si c'était les lymphocytes. Et puis, comme il y avait beaucoup tout de même de ces cytokines qui étaient produites par les leucocytes, on a appelé ça, et elles servaient beaucoup à ces leucocytes à se parler entre eux, on a appelé ça les interleukines. Alors, ce n'est pas un bon terme, mais c'est celui en fait qui est gardé, c'est-à-dire maintenant quand il y a une nouvelle cytokine qui apparaît, elle a toujours le nom interleukine plus un chiffre. Donc c'est toujours, on va vous parler de IL1, IL2, IL3, IL18, IL25, je ne sais pas à combien on va s'arrêter, mais maintenant la nomenclature qui est la plus adoptée, c'est la nomenclature des interleukines. Alors, c'est pas parfait parce que si ces interleukines, ça doit être produite essentiellement par les leucocytes, on sait aussi qu'il y a des cellules qui ne sont pas des leucocytes qui sont capables de les produire. Donc, il n'y a aucune, je dirais, nomenclature qui est parfaite. Il faut simplement essayer de s'y retrouver un tout petit peu. Alors ça, c'était simplement en guise d'introduction. Ces cytokines, ce que vous voyez ici en un petit peu plus gros, vous voyez, oui, c'est pas mal. Ça fait en fait un réseau de cytokines. Donc, vous voyez, elles sont toutes là. Et il va falloir qu'on arrive en à peu près 2 heures, je pense, on va faire, à s'y retrouver dans tout ce réseau-là. À savoir ce qui se passe. Bien. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il va d'abord falloir que l'on regarde plutôt les propriétés générales de ces cytokines. Alors, ces cytokines, ce sont en fait, on verra, des polypeptides qui sont produits en réponse à un microbe ou en réponse à d'autres antigènes et qui sont des modulateurs et des régulateurs de la réponse immune et de la réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire étant bien entendu une réponse immune. Donc, c'est des polypeptides qui sont
faut qu'il y ait une stimulation antigénique par les microbes ou par d'autres stimuli, et ça va vous moduler, vous réguler en fait ces réponses immunes ou ces réactions inflammatoires. Alors, première chose qu'il faut savoir de général sur ces cytokines, c'est que la sécrétion de cytokines, c'est un événement qui est assez bref et qui est limité dans le temps. Donc, il y a une synthèse de cytokines parce que une cellule du système immunitaire va être activée, va se mettre à synthétiser un polypeptide, et ce polypeptide va être directement l'agent qui va moduler l'action d'autres cellules, ou de temps en temps, cette cytokine, il va falloir qu'elle soit protéolysée, et c'est en fait le produit de la lyse du polypeptide qui va être, lui, la cytokine active. Alors, ici, il y a beaucoup de choses sur cette diapositive. Première chose, c'est qu'un certain nombre de cytokines ont une action qui est pléiotropique. Pléiotropique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs actions. Regardez par exemple, donc je vous ai dit que beaucoup ça allait être IL plus un chiffre. Regardez l'IL4. L'IL4, on en reparlera, elle agit sur les cellules B pour que ces cellules B produisent de l'IgE. Là, vous n'avez presque pas besoin de noter parce que tout est sur le schéma. Hein. Ou pléiotrope, c'est-à-dire je vais faire plusieurs choses. Également, la même cytokine, ça va agir sur les lymphocytes T auxiliaires. Et on sait qu'il y a, vous allez voir qu'il y a deux sous-classes de lymphocytes T auxiliaires, les TH1 et TH2. Et là, IL4, c'est plutôt pour que les TH se différencient en TH2. Bien, pléiotrope. Autre action, ces actions, elles peuvent être redondantes. Qu'est-ce que ça va être redondant? C'est-à-dire deux cytokines différentes, IL2 par exemple et IL4, ça a une action redondante parce qu'elles vont faire la même chose. Quand on regarde leur action, que ce soit IL2 ou IL4, ça peut induire la prolifération des cellules B. On avait déjà vu juste au-dessus que l'IL4, c'était bien ce qu'elle faisait, mais là, on s'aperçoit IL2 et IL4, ça induit la prolifération des cellules B. Autre chose qui est importante, c'est que les cytokines, très souvent, elles vont agir en synergie. Par exemple, vous voulez augmenter l'expression de molécules de classe 1 du CMH. Ça va vous permettre de présenter beaucoup plus de peptides. Pour augmenter l'expression de molécules de classe 1 du CMH, il y a deux cytokines qui peuvent le faire. Une interféron gamma, une TNF-alpha. Donc ça, c'est typiquement synergie. Ou au contraire, vous avez des cytokines qui vont avoir des actions antagonistes l'une par rapport à l'autre. Là, on vient de voir l'interféron gamma, ça active par exemple les macrophages. Vous aurez l'IL10 qui, elle, va inhiber l'action des macrophages. Donc, pléiotropisme, redondance, synergie, antagonisme. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'action des cytokines, elle peut être soit locale, ça peut être une action autocrine, c'est-à-dire certaines cytokines, elles peuvent agir sur la cellule productrice. Ça veut dire que la cellule productrice a la capacité d'avoir à la fois la production de la cytokine et à la fois la production du récepteur pour la cytokine. Donc vous pouvez avoir une action locale qui est autocrine. Ça peut être local parce que c'est paracrine, c'est-à-dire que la cytokine va agir sur des cellules qui sont à proximité, ou ça peut avoir une action à distance, qui est une action, dans ces cas-là, endocrine. Et à nouveau, on retrouve cette notion de synapse. Synapse, c'est là où se concentrent en fait
les récepteurs costimulateurs, les corécepteurs, tout le monde est là. Et ce qui est là également à l'intérieur de la synapse, ce sont plutôt, mieux, les cytokines avec leurs récepteurs. Donc tout ça dans la synapse. Alors, autre caractéristique générale des cytokines, c'est que ces cytokines, oui, il ne faut pas que je dépasse, on va terminer, elles ont en fait une forte affinité pour leurs récepteurs. Cette fois-ci, on est en mole, des affinités de l'ordre de 10 puissance moins 10 à 10 puissance moins 12 mole, ça c'est très fort. Alors que vous vous rappelez que l'affinité en fait du TCR pour le complexe antigène molécule de CMH, c'était 10 puissance 5 à 10 puissance 7. Bien, là je ne veux pas, on va faire 2 heures d'immunologie, donc vous avez le droit à vos 10 minutes bien méritées, et on se retrouve à 10 heures.